On a donné l'argent de ton mariage à ta sœur, elle mérite un mariage de princesse. Papa a dit ça comme s'il annonçait la pluie, comme s'il ne venait pas de lâcher une bombe au beau milieu du déjeuner dominical. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche, mais je ne l'ai pas laissée tomber, je n'ai pas pleuré non plus, je me suis juste tournée lentement vers mon fiancé, Antoine, et l'expression sur son visage m'a fait comprendre que tout était sur le point de changer. Avant de vous expliquer la suite, laissez-moi vous poser une question, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quand vous aurez entendu le reste de cette histoire, dites-moi honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans et pour la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille invisible. Pas invisible de cette façon mystérieuse ou spéciale, mais invisible au point de se demander si on existe vraiment pour les gens qui sont censés nous aimer le plus. Grandir dans notre pavillon en banlieue lyonnaise signifiait grandir dans l'ombre de ma petite sœur, Chloé. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais d'une manière ou d'une autre, elle était toujours le centre de tout, la voix la plus forte, le sourire le plus éclatant, celle qui avait les nouvelles robes pendant que je récupérais celles de notre cousine. Maman disait que Chloé avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était sensible, papa disait qu'elle avait un potentiel qu'il fallait cultiver. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que j'étais facile à ignorer, alors c'est ce qu'ils ont fait. J'ai appris très tôt que la meilleure façon de survivre dans cette maison était de ne rien demander. Alors je suis devenue la fille qui préparait ses propres affaires, qui rentrait seule de l'école à pied, qui gérait seule ses inscriptions à l'université parce que tout le monde était trop occupé à aider Chloé avec ses auditions pour le club de théâtre. J'ai obtenu une bourse au mérite pour un master à la fac, Chloé a eu une Fiat 500 toute neuve pour avoir été acceptée dans une école privée peu sélective. 2 poids, 2 mesures pour 2 filles différentes, c'était comme ça que ça marchait. Mais je veux vous parler d'Antoine, car c'est lui qui a tout changé dans mon histoire. Je l'ai rencontré il y a 3 ans lors d'un atelier sur la gestion de patrimoine au centre-ville. J'y étais parce que je voulais apprendre à investir mes petites économies de secrétaire administrative. Lui y était parce que... Eh bien, je ne savais pas pourquoi à l'époque. Il était calme, attentif, prenait des notes dans un carnet en cuir qui avait l'air coûteux. Après la séance, il m'a demandé si je voulais prendre un café. J'ai dit oui parce que quelque chose dans son assurance tranquille me rappelait la personne que j'essayais de devenir. Pendant des mois, j'ai cru qu'Antoine était un type ordinaire. Il conduisait une vieille Peugeot, portait des vêtements simples, vivait dans un appartement modeste. Il m'avait dit qu'il travaillait dans la finance et j'avais supposé que ça voulait dire qu'il était guichetier ou peut-être comptable dans une PME. Il ne m'a jamais corrigé, il n'a jamais étalé d'argent ni parlé de richesse, il était juste là, constamment, calmement, de la façon dont j'avais appris à avancer dans le monde. Ce n'est qu'après presque 1 an de relation que j'ai découvert la vérité. J'étais chez lui pour l'aider à trier des papiers quand j'ai trouvé un exemplaire du magazine Forbes, son visage était en couverture. Le titre parlait de jeunes fondateurs révolutionnant la fintech. Mes mains tremblaient en lisant l'article. Antoine avait bâti une entreprise de technologie financière depuis sa chambre d'étudiant, elle avait été rachetée 2 ans avant notre rencontre. Le montant mentionné m'a donné le vertige, 8 chiffres. Quand je l'ai confronté, il a simplement haussé les épaules et m'a dit « Je ne voulais pas que tu m'aimes pour ça, je voulais que tu m'aimes pour moi. » Et c'était le cas, je l'aimais, et lui m'aimait pour moi aussi, la fille calme qui ne demandait rien, qui avait appris à construire sa propre stabilité à partir de rien. Quand Antoine m'a demandé en mariage le printemps dernier, j'ai appelé mes parents les mains tremblantes, je m'attendais à ce qu'ils soient heureux. Au lieu de cela, maman a immédiatement demandé la taille de la bague comme pour calculer sa valeur, et papa voulait savoir ce qu'Antoine faisait dans la vie. J'ai dit « dans la finance », en restant vague, parce que je savais que s'ils découvraient la vérité, tout changerait. Je voulais qu'ils aiment Antoine parce qu'il était gentil, stable et bon, pas pour ce qu'il possédait. Nous avons commencé à planifier un petit mariage, rien d'extravagant, une cérémonie champêtre, peut-être 50 invités, un traiteur local. Mes parents avaient mentionné il y a des années qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour les mariages de leurs 2 filles, la même somme pour chacune, avaient-ils promis, juste et équitable. Je n'y avais pas touché, je n'avais même pas posé de questions à ce sujet car je payais la plupart des choses moi-même de toute façon, mais je supposais que c'était là, un filet de sécurité, un signe que peut-être, ils me voyaient enfin. Puis est venu ce déjeuner du dimanche. Nous étions chez mes parents, Chloé était là aussi,
rayonnante à propos de ses propres fiançailles avec un type nommé Julien qui vendait des assurances et pensait que les crypto-monnaies étaient un plan retraite fiable. Elle était fiancée depuis 3 mois et avait déjà prévu un mariage à Marrakech, 200 invités, open bar, une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. C'est là que papa s'est raclé la gorge et a fait son annonce: on a donné l'argent de ton mariage à ta sœur, elle mérite un mariage de princesse. La table est devenue silencieuse. Maman a hoché la tête comme si c'était parfaitement raisonnable. Chloé a souri, le genre de sourire qui me disait qu'elle le savait depuis le début, qu'elle l'avait peut-être même orchestré. J'ai posé ma fourchette lentement, je sentais Antoine se tendre à côté de moi mais je gardais les yeux rivés sur mon père. Vous lui avez donné ma part, ai-je répété doucement. L'argent que vous aviez promis qui était le mien? Papa a agité la main avec dédain: tu t'en sors très bien, Juliette. Tu t'es toujours bien débrouillée. Ta sœur a besoin d'aide pour organiser quelque chose de magnifique, tu comprends? J'ai compris. J'ai compris que j'avais passé ma vie entière à bien m'en sortir pour qu'ils puissent tout donner à quelqu'un d'autre. J'ai compris que bien s'en sortir était leur code pour dire on s'en fiche. Mais avant que je puisse répondre, Antoine a bougé. Il s'est levé lentement, sortant son téléphone de sa poche. Son visage était calme, mais ses yeux étaient devenus durs d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie? L'ambiance dans la pièce a changé. Papa a cligné des yeux, confus. Maman a penché la tête comme un oiseau entendant un son inconnu. Le sourire de Chloé a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé papa, un rire nerveux s'échappant de sa gorge. Tu travailles dans une banque ou un truc du genre, non? Antoine n'a pas ri. Il a affiché quelque chose sur son téléphone et a tourné l'écran vers mon père. Je suis le fondateur de Varity Finance. Peut-être en avez-vous entendu parler? Nous avons été rachetés par Goldman Sachs il y a 2 ans. Cet article-là montre mon patrimoine, si vous êtes curieux. Le visage de papa est devenu blême. Maman a agrippé le bord de la table. Chloé s'est penchée en avant, les yeux écarquillés, puis m'a immédiatement regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Tu es, a balbutié papa. Je suis l'homme qui allait faire un chèque pour couvrir chaque centime du mariage de Juliette, a continué Antoine, sa voix ne montant jamais. J'allais m'assurer que sa famille n'ait à se soucier de rien, parce que c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. Mais là, j'apprends que vous avez pris l'argent qui lui appartenait, l'argent que vous lui aviez promis, et que vous l'avez donné à quelqu'un d'autre parce qu'elle mérite un mariage de princesse. Il a laissé la question flotter dans l'air comme de la fumée. Chloé s'est levée brusquement: je ne savais pas que c'était l'argent de Juliette. Maman a dit que c'était un surplus d'épargne familiale. Assieds-toi, Chloé, a claqué papa, mais sa voix avait perdu toute autorité. Antoine a glissé son téléphone dans sa poche. Voici ce qui va se passer. Vous allez rendre chaque euro que vous avez pris sur la part de Juliette. Je me fiche de comment vous le faites. Vendez quelque chose. Faites un prêt. Débrouillez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, je m'assurerai que chaque personne de cette famille, chaque voisin, sache exactement quel genre de parents volent leur propre fille. La voix de maman s'est brisée. Antoine, s'il te plaît, c'est une affaire de famille. Juliette va être ma famille, l'a interrompu Antoine doucement. Et je protège ma famille. Contrairement à certaines personnes à cette table. J'ai regardé mes parents s'effondrer. L'assurance de papa, cette certitude suffisante qu'il portait depuis des décennies, s'est effondrée comme du papier mouillé. Maman continuait de regarder entre Antoine et moi, comme si elle essayait de calculer une nouvelle équation qu'elle n'avait jamais envisagée. Chloé, pour une fois, était complètement silencieuse. Je me suis levée à ce moment-là, repoussant ma chaise lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon père et j'ai dit quelque chose que je retenais depuis 28 ans, j'ai passé toute ma vie à essayer d'être assez bien pour vous. À travailler plus dur, à avoir besoin de moins, à disparaître pour que vous puissiez vous concentrer sur elle. Et vous savez quoi? J'étais assez bien. J'ai toujours été assez bien. Vous avez juste refusé de le voir. Papa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Vous ne me devez pas d'excuses, ai-je continué. Je n'en veux pas.
Je veux juste que vous sachiez que j'ai fini d'être votre fille invisible. J'ai fini de bien m'en sortir, point. Antoine m'a pris la main. Sa poigne était chaude, stable, tout ce que mon enfance n'avait jamais été. On s'en va, a-t-il dit à la pièce. Vous avez 30 jours pour rendre l'argent. Après ça, mes avocats vous contacteront. Nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, j'ai entendu Chloé éclater en sanglots. J'ai entendu maman siffler après papa. J'ai entendu le bruit d'une famille confrontant enfin le mensonge sur lequel ils avaient bâti toute leur structure. 3 semaines plus tard, l'argent a été rendu. Chaque euro a été viré sur mon compte sans aucun message. Je ne les ai pas remerciés. Je n'ai pas appelé. Notre mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Pas à Marrakech. Pas dans un lieu extravagant conçu pour impressionner. Nous nous sommes mariés dans un petit vignoble près de Bordeaux, juste 30 personnes qui nous aimaient vraiment. Les parents d'Antoine, mes amis de fac, une poignée de ses collègues les plus proches. Mes parents n'étaient pas invités. Chloé m'a envoyé un SMS la veille. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas, qu'elle voulait être là. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses arrivent trop tard pour signifier quoi que ce soit. Ce dont je me souviens le plus de ce jour de mariage, c'est le silence. Pas le genre douloureux avec lequel j'ai grandi, mais le genre paisible. Le genre qui vient quand on arrête enfin de jouer un rôle pour des gens qui ne regardaient jamais vraiment. Antoine a écrit ses propres vœux. Il a dit qu'il était tombé amoureux de moi parce que j'étais la première personne qui ne lui demandait jamais rien. Il a dit que je lui avais appris que la force n'est pas bruyante, elle est constante. Il a dit qu'il passerait le reste de sa vie à s'assurer que je ne me sente plus jamais invisible. J'ai pleuré à ce moment-là. Finalement, l'argent que mes parents ont rendu, je l'ai donné, en totalité, à une association finançant des bourses pour des étudiants défavorisés, le genre de jeunes qui doivent tout comprendre seuls, qui se préparent leur propre repas, qui vont à l'école seuls et apprennent tôt que personne ne viendra les sauver. Parce que je sais ce que c'est que de devoir se sauver soi-même. Et je sais combien c'est plus difficile quand on le fait en étant invisible. Le mariage de ma sœur à Marrakech a eu lieu le mois dernier. J'ai entendu dire que les photos étaient belles. J'ai aussi entendu dire que Julien s'est saoulé pendant la réception et a fait un discours qui a embarrassé tout le monde. Chloé m'a appelé en pleurant après coup, voulant parler. J'ai laissé le répondeur prendre le message. Certaines portes se ferment pour une raison. Et certaines personnes ne vous contactent que lorsque leur projecteur commence à faiblir. Je construis une vie différente maintenant. Une vie où je suis vue, où je suis valorisée, où les gens autour de moi ne comptent pas les points. Antoine et moi avons acheté une maison le mois dernier. Rien de tapa accent grave l'œil, juste un endroit avec une grande cuisine et un jardin où nos enfants pourront jouer un jour. S'ils se sentent un jour invisibles, je saurai comment les voir. Et si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti comme l'oublié, celui qui va toujours bien, celui qui n'a besoin de rien parce que personne n'offre rien, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est la fondation que vous avez construite quand personne d'autre ne voulait la construire pour vous. Et un jour, vous vous tiendrez sur cette fondation et tous ceux qui vous ont négligé comprendront enfin ce qu'ils ont raté. Les personnes les plus calmes ont souvent les histoires les plus puissantes. Ne les laissez jamais vous faire croire le contraire. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la suite.